done. And the mouth of madness. Yours to deliver, Trent. Bienvenue dans Dear Horror Movie, le podcast qui a le cœur à la bonne place, à savoir planté au bout de la machette du boogeyman. Freaks of nature? Well then, come on down to Captain Spaulding's Museum of Monsters and Madmen. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, l'idée est de vous proposer un petit podcast, un petit format intitulé non pas Dear Horror Movie, mais My Dear Horror Movie. L'idée c'est de vous proposer ça de temps en temps dans l'année, comme ça, au débeauté, comme, si vous voulez, comme je le sens, quand j'en ai envie, entre deux épisodes canon, si je puis dire, avec invités prestigieuses et prestigieux. Là, l'idée, c'est tout simplement, je vous propose un film dont j'ai envie de vous parler, qui fait partie de mes très chers films d'horreur. Pour le coup, contrairement à l'idée d'habitude, c'est plutôt les invités qui m'amènent leur Dear Horror Movie. Moi, je vous apporte quelques-uns de mes Dear Horror Movie, si on peut le dire ainsi. Pour le coup, l'espace de ces petits épisodes qui vont durer peut-être 40-45 minutes, maximum 1 heure. Je reprendrai la même structure, mais simplifiée. Évidemment, la première partie, évidemment, cette petite introduction que je suis en train de vous faire pour le moment. Pour le coup, le héros, l'idée c'est de vous lire ma bloody letter concernant le film en question. Le trauma fondateur pour parler un peu du contexte et de ma découverte du film et en quoi il fait écho chez moi. Le face-à-face, alors il n'y aura pas d'antagoniste en tant que tel, puisque ça n'a pas vraiment de sens, puisqu'il n'y aura pas de bloody letter, mais une seule. On passera donc directement à la partie, pour le coup, face-à-face, mais ce sera un face-à-face non pas avec un invité, mais avec le film en question, avec une analyse de séquence, et puis une thématique que j'ai envie de creuser, et puis une conclusion avec des recos. Donc on garde la même structure finalement, parce que je trouve qu'elle fonctionne bien, et qu'elle permettra aussi que je ne pars pas dans l'histoire. Vous savez que je sais digresser beaucoup. Donc l'idée c'est quand même de me faire un petit cadre, et puis écoutez, on est parti, et ce soir je vais vous annoncer le film. D'habitude c'est mes invités, je laisse mes invités, aux invités le soin de faire la présentation de leur film. Moi je vais vous parler pour commencer de It Follows de David Robert Mitchell. Pour le contextualiser très très rapidement, donc le film nous narre le quotidien de Jay, qui est en couple, qui a un petit copain, et qui sent que très bientôt effectivement, et qui est à la fois impatiente et en même temps un peu inquiète de voir peut-être se concrétiser leur premier rapport sexuel. Donc pour le coup, les choses avancent, elle continue à sortir avec lui, elle est suivie par ses amis qui sont autour de lui, un petit groupe d'amis, et la nuit où elle va coucher pour la première fois avec lui, cette nuit arrive enfin, et malheureusement ça va pas si bien se passer que ça, puisque au réveil, elle va se retrouver ligotée à une chaise par ce jeune homme qui va pour lui expliquer qu'en réalité, en couchant avec elle, il lui a transmis une malédiction. Elle va donc dès lors être poursuivie par une créature qui peut prendre toutes les formes, qui peut être personne et à la fois tout le monde, si je puis dire, ou tout le monde et à la fois personne. Une silhouette, pour revenir à ça, parce qu'on va beaucoup revenir sur le concept de silhouette lors du podcast, et pour le coup elle va se retrouver donc confrontée à cette chose qui ne s'arrêtera pas de la traquer jusqu'à ce qu'elle la tue. Elle pourra s'enfuir, elle pourra s'échapper, elle pourra gagner du temps, mais jamais elle ne pourra lui échapper. Si, il y a une possibilité, et celle-ci est la suivante, il faut qu'elle couche avec quelqu'un d'autre pour pouvoir, peut-être, imaginer s'en débarrasser, comme lui l'a fait avec elle, puisque lui aussi était traqué, on le voit d'ailleurs tout le début du film, quand ils sortent, ils vont au cinéma ensemble, il est terrifié, il est parano, il regarde tout ce qui se passe autour de lui, et on distingue, nous, déjà, quelques silhouettes qui pourraient être un petit peu menaçantes, mais ça, pour le coup, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Voilà le concept de base, on est sur une idée un petit peu de
de mal contagieux, de manière, si vous voulez, très proche de ce qu'on pourrait trouver dans Ring, par exemple, de Hideo Nakata, dans ce qu'on pourrait trouver même chez Cronenberg, hein, c'est vrai que je parlais on pourrait parler de frisson, par exemple, de Cronenberg, avec ces types de contagion sexuelle, même si Cronenberg le traduit symptomatiquement de manière très très différente, effectivement. Mais il y a ce truc-là, et puis évidemment, et c'est là où on va revenir, et c'est des choses qui sont effectivement très carpenteriennes, au Halloween de Carpenter, mais aussi globalement à la notion de mal chez Carpenter, de mal contagieux, c'est quelque chose qui est très présent évidemment, mais c'est compliqué de ne pas penser justement quand on voit It Follows à tout ce packaging de références que moi je trouve le film digère admirablement bien. Pour moi c'est un petit chef-d'œuvre, hein, vraiment, It Follows. Et on va y revenir, on y viendra peut-être tout à la fin, j'ai une toute petite réserve sur le film, mais globalement je trouve le film incroyable sur tout le reste, sidérant, angoissant, terrifiant. Alors, évidemment, cette créature finalement qui se transmet, ce mal qui se transmet par les relations sexuelles, irrémédiablement ramène à la métaphore effectivement des MST, parce que c'est aussi de ça dont parle le film finalement aussi, hein, évidemment. Et puis c'est ce qui fait du lien indéniablement avec Cronenberg, hein, parce que pour ne citer qu'un seul, bon, on peut parler de Rage, de Frisson, on peut parler de La Mouche aussi, cette idée finalement des maladies sexuellement transmissibles, elle est présente, notamment du sida, pour revenir même de manière très très précise, hein, dans La Mouche de Cronenberg, elle est présente. Et puis il y a cette idée du virus aussi, qui est quelque chose qui est aussi présent, hein, chez Carpenter aussi, hein, qui est cette chose, si je permets, qui peut se diffuser dans la diversité, qui est à la fois partout et nulle part, qui est à la fois un et multiple, qui se divise, mais qui est toujours... Il y a une unité dans cette division. Ce truc-là, finalement, il est très présent. Ah, ce que j'ai choisi de faire, justement, dans ce podcast, c'est de ne pas revenir trop sur ce qui est évident. Effectivement, cette question des maladies sexuellement transmissibles, elle est évidente. Elle est légitime, elle est nécessaire finalement au propos du film, mais j'ai décidé de prendre le film un petit peu différemment par un autre biais, mais qui finalement ne fait que renforcer ce discours sur les maladies sexuellement transmissibles, sur ce rapport que l'adolescent, lorsqu'il découvre la sexualité, il a son propre corps, vis-à-vis des dangers aussi qu'il peut y avoir par rapport à ça aussi, de se trouver face à un partenaire qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, etc., les rapports non protégés, toutes ces choses-là en fait sont présentes dans le film, mais j'ai décidé par principe de ne pas rentrer par cette porte d'entrée-là, et de passer de manière un petit peu générale sur d'autres choses, d'autres prismes, d'autres, si je puis dire, voies d'analyse. Mais justement, je vais revenir à l'espace de quelques minutes, après que je vous ai déclamé ma Bloody Letter, je vais revenir justement sur les petits éléments contextuels qui ont forgé, si je puis dire, ce petit trauma fondateur qui a été It Follows pour moi. Cher It Follows, tu es, à mes yeux, le chef-d'œuvre de ton auteur. Un métrage unique et merveilleux, terrifiant et sidérant, dur et tendre à la fois, et quand même tu te révèles un patchwork d'influences, je te l'avoue très cher à mon cœur, tu parviens à trouver ta propre voix. Tu as quelque chose, pour moi, de définitif. Tu te situes amoureusement à la croisée des chemins et tu me précipites dans le vertige du gouffre béant d'un doute abyssal qui, à ce carrefour, s'ouvre sous mes yeux. Entre Carpenter, Cronenberg et Romero, Tourneur et De Palma, mais avec une cohérence absolue, tu exprimes du même coup ton propre coming of age, artistique, lorsque ton auteur, David Robert Mitchell, s'affranchit de ses pairs, de ses maîtres, pour forger, finalement très tôt dans sa carrière, sa propre histoire. Cher It Follows, tu es beau, incroyablement flippant, ton score carpenterien ciné Disasterpeace est démentiel et monstrueux. Et malgré ton dernier acte, certes parfaitement maîtrisé mais quelque peu maladroit conceptuellement parlant, tu demeures un grand, très grand film fantastique, doublé d'un brillant exercice sur l'indétermination, d'une puissance hallucinante en même temps que d'une modestie et d'une déférence des plus touchantes, d'une poésie à fleur de peau qui, aujourd'hui, résonne encore en moi, vibre sans cesse et me rappelle avec une sorte d'innocence touchante que le temps passe et que le cinéma a le pouvoir de nous le faire remonter afin que nous revisions ce qui semblait définitivement perdu, ou peut-être n'était-ce qu'un rêve fiévreux, un cauchemar langoureux dans lequel je n'ai qu'une hâte, m'y replonger. Merci, It Follows.
Alors pour ma part, moi le film je le découvre donc en 2015, à sa sortie en salle, il est auréolé du prix de la critique et du Grand Prix du Festival de Gérardmer en 2015, ainsi que du prix de la critique au Festival du film américain de Deauville. Donc il a déjà un beau palmarès. Moi le film, j'en tombe immédiatement amoureux quand je le vois, parce qu'il me sidère, parce qu'il me fout les jetons, parce qu'il y a 2-3 séquences qui fonctionnent très bien. Je pense notamment à une séquence avec un très grand personnage qui apparaît des ténèbres derrière une porte. C'est, je trouve, une séquence tétanisante qui m'a complètement bouleversé quand je l'ai vu, parce que c'était rare, hein, mine de rien, que, encore une fois, à l'époque, j'avais déjà énormément, on est en 2015, donc j'ai déjà bouffé pléthore de films fantastiques et de films d'horreur. Donc finalement, dans une certaine mesure, je suis un petit peu anesthésié, et finalement, je ne recherche plus vraiment ça, en fait. La peur, c'est plus quelque chose que je recherche. Mais il y a quelques trucs comme ça, il y a quelques séquences, et je pense vraiment à cette séquence-là, qui va complètement me sidérer. Au-delà de ça, il y a tout le référentiel au sein du film qui me plaît énormément. Évidemment, Carpenter, Halloween, on en parlera beaucoup, The Thing aussi, parce que évidemment il y a ça. Alors évidemment le film est moins graphique d'un point de vue, il est moins Lovecraftien si je puis dire graphiquement, il y a moins de tentacules pour faire ça un peu grossièrement, on voit pas les mutations d'un état à un autre si je puis dire, on est beaucoup plus justement dans les libres, dans ce qui se passe hors champ, on ne voit pas la créature se transformer, quand bien même il y a des aberrations physiologiques à certains moments, mais globalement en fait on n'a pas ce truc là véritablement, mais on a finalement tout ce qui se trame dans The Thing, mais finalement ce qui fait la majorité du film de Carpenter, c'est-à-dire finalement des interactions entre êtres humains, et on essaie de savoir qui est la créature, qui est une personne, si je puis dire, normale, etc. On est sur cette idée-là, cette quête de la copie de ce qui a imité la chose, mais qui ne l'est pas. Et on a sans savoir finalement les mutations le changement entre. Mais l'idée c'est que le changement demeure hors champ, et ça marche merveilleusement bien aussi, hein. The Thing, c'est certainement, on l'a déjà dit je pense beaucoup sur la chaîne, mais c'est peut-être pour moi le film le plus important de toute ma sci-fi. C'est un film absolument incroyable, et je trouve que le film d'une manière un petit peu différente, c'est comme si il transférait la créature de The Thing au sein finalement d'une banlieue bourgeoise puritaine, propre à celle d'Halloween en fait. C'est assez marrant, il y a une sorte de mix entre les deux. Évidemment il y a beaucoup de Cronenberg là-dedans quand même, j'arrive pas à l'enlever. Évidemment pareil, dans une certaine mesure c'est beaucoup moins graphique que les Cronenberg, il y a pas ce côté body horror à proprement parler, quand bien même il est question de corps, il est question de sexualité, exactement, je parlais tout à l'heure de frisson, hein, mais il y a vraiment ce truc là du mal qui se transmet, exactement comme chez Carpenter, hein, le mal est contagieux, et donc ça on le retrouve aussi. Je crois que la vie de Robert Mitchum parle de Palma, parle de Hitchcock aussi. Évidemment il y a la séquence finale de la piscine qui fait ouvertement référence aussi à la féline de Turner. Donc il y a tout un bain, si je puis dire, cinématographique et fantastique qui dans le film, moi immédiatement me capte, m'emporte littéralement, et qui fait que je suis, si je puis dire, en terrain connu, et en même temps je trouve que toutes ces références sont merveilleusement bien digérées et créent quelque chose de complètement iconoclaste. Faut ajouter à ça évidemment le côté teenage movie, que certains ont aussi lié aussi, je pense, au Griffes de la nuit de Craven aussi, hein, parce qu'il y a quand même cette idée de ce groupe de jeunes qui va se soutenir face à l'adversité de cette menace fantastique, qui vont se protéger les uns les autres, hein, comme ces jeunes dans les Griffes de la nuit qui s'empêchent les uns les autres de dormir pour ne pas être capturés par Freddy Krueger dans leur cauchemar. Donc il y a ce truc là aussi, hein. Pas oublier que David Robert Mitchell avait fait pour le coup un teenage movie qui précédait, qui s'appelait The Myth of American Sleepover, si je ne me trompe pas, donc qui était son premier long métrage et qui parlait finalement déjà de ça, il me semble c'est les pyjama parties et autres, donc ces groupes de jeunes qui finalement complètement qui construisent leur propre vie hors des adultes et qui construisent finalement leur sortie de l'âge de l'adolescence, qui découvrent le monde aussi à travers ça, dans ces moments nocturnes, etc., hors de la vie du quotidien, etc., encadrés par l'instance des adultes et par si je puis dire, les autorités d'adultes. Et là il y a aussi ça, ce truc-là, parce que les adultes sont quasiment, pour ne pas dire totalement absents en fait du film. On est juste avec ce groupe de jeunes. Il semble y avoir finalement très très peu d'interaction avec les adultes, mais là il y a quand même cette idée que ces jeunes doivent se prendre en main, doivent prendre leurs responsabilités. Encore une fois, ils basculent à partir de là. C'est un coming of age, on bascule de l'adolescence, de l'enfance, si je puis dire, et l'enfance tardive, à l'âge adulte, avec tout ce que ça implique, et tout ce que ça implique de terrifiant, d'inquiétant, d'incertain, d'angoissant, etc. Donc ce truc-là aussi, le fait d'utiliser le fantastique et l'horreur justement
en tant que genre, en tant que cadre, dont la mise en scène véhicule un certain nombre d'émotions pour pouvoir faire ressentir non pas les émotions, puisque justement ce type de phénomène surnaturel, fantastique, on ne les ressentira jamais. Par contre, on ne les vivra jamais à proprement parler. Par contre, ce qu'on ressent au contact de ces choses-là, finalement, symboliquement, me ramène effectivement à des choses que je ressens, et quelque chose qui est vraiment un trait à l'universel. On va passer par ce détour de la narration, le détour de la fiction, pour justement prendre un recul sur la réalité. Mais finalement, on y replonge tête baissée en réalité. C'est juste vraiment ce recul qui permet d'avoir moins tête dans le guidon, et de jouer justement sur la mise en scène de ces genres, sur les éléments, les tropes, les mythes, etc. qu'ils convoquent, qui produisent des émotions, et ces émotions finalement ne font que nous ramener à des émotions que nous vivons dans le quotidien. Et je trouve que David Robert Mitchell le fait à merveille pour justement traiter ce passage à l'âge adulte, ce coming of age. Donc le film, à de multiples égards, répond à tout un tas d'obsessions chez moi, qui sont effectivement les obsessions que j'ai pour ce cinéma, en fait, ce cinéma vraiment, parce qu'il y a quelque chose, évidemment, dans le film, de très nostalgique, hein, c'est un film qui a quelque chose d'un petit peu doudou, mais vraiment pas au sens négatif du terme, mais qui me ramène encore une fois, et je ne peux pas ne pas reciter Carpenter, mais vraiment un Carpenter. D'ailleurs le score de Disaster Piece est incroyable pour ça, il a un mood très carpenterien, tout en, encore une fois, digérant cette inspiration carpenterienne pour en faire quelque chose de complètement différent. Et voilà, finalement, ce que j'aime dans ce film-là, c'est qu'on n'est pas dans une sorte de copie stérile de motifs finalement qui ont fasciné et qui je comprends, comme moi David Robert Mitchell, hein, on a je pense les mêmes références, les mêmes référentiels, encore une fois de Palma à Hitchcock, en passant évidemment par Carpenter, par Cronenberg, par Turner, etc. Il y a toute une histoire du cinéma fantastique qui finalement infuse le film, mais il y a finalement une vraie digestion de tout ça, le fait de trouver sa propre voie, quand bien même encore une fois cette voie-là, on part d'un cadre, mais encore une fois c'est beaucoup plus simple quand on a un cadre assez restrictif de trouver sa propre voie et de se libérer au sein de ce cadre. C'est ce que fait à merveille David Robert Mitchell. Et puis encore une fois, ce film touche à tout un tas de choses moi qui me font peur et qui fonctionnent très bien. Cette idée de la silhouette qui me fixe comme ça, cette idée finalement d'être dans l'hésitation. On ne sait jamais véritablement, et chacun personnage, on y reviendra à la liste de séquences, on ne sait jamais à quel moment, et c'est très Todorowien, ce qu'on est en train de percevoir, est-ce qu'on le comprend bien ou pas? Parce que justement sur des questions de perception, la perception, enfin, c'est la compréhension de ce que l'on récolte par nos sensations. On ne sait jamais si notre compréhension de la réalité est biaisée ou pas, et si ce qu'on est en train de voir, parce qu'on est conditionné par quand Jay se réveille et que son petit copain lui explique un petit peu tout ce qu'elle va voir et ce à quoi elle va être confrontée, finalement, est-ce que c'est le trauma qui va conditionner sa perception complètement paranoïaque de la réalité, ou cette créature dont il lui a parlé, qui fit une angoisse, peut se trouver partout, ou est-ce que finalement il y a vraiment quelque chose? Est-ce qu'à ce moment-là précis, oui, il y avait une créature à ce moment-là, mais est-ce qu'à ce moment-là précis, parce que j'ai perçu et que je suis dans ce contexte de stress, d'angoisse, d'inquiétante étrangeté, parce que j'ai été confronté à une créature, est-ce que dans cette situation-là, véritablement, la créature est en présence? Et le film va jouer énormément sur tous ces motifs de mise en scène, qui sont notamment les plans d'ensemble. Il y a un vrai travail sur les plans d'ensemble, le fait de faire panoter la caméra pour pouvoir faire découvrir ces ensembles-là, en essayant en poussant le spectateur dans une certaine mesure à être actif, et comme la protagoniste à chercher les petits éléments qui pourraient être étranges, qui pourraient être déviants et faire dévier la réalité, et qui pourraient être justement une marque de la présence de la créature, quand même celle-ci semble absente, et on reviendra sur la question de la présence absente. Tout ça m'inquiète énormément et fonctionne très bien sur moi. De même, les apparitions de la créature, véritablement, avec leurs aberrations, si je puis dire, physiologiques, fonctionnent très bien. Je parlais de cette séquence, moi, qui m'a complètement traumatisé, sidéré en même temps, qui est l'apparition de cette forme de la créature, parce qu'encore une fois, la créature ne fait que changer de forme, elle n'a jamais la même forme, qui est cette sorte de personnage immense qui passe une porte auquel on ne s'attend pas. Il n'y a pas de jumpscare dans le film, c'est ça qui est incroyable, c'est cette idée de travailler une peur douce et langoureuse. Ça revient à notre condition, je ne veux pas trop en dire maintenant, mais cette idée que la mort, finalement, elle arrive lentement, très lentement, mais sûrement, et finalement le fait qu'elle frappe sera inéluctable. Ce truc-là, je vais éviter de trop en parler maintenant, parce qu'on va certainement beaucoup en parler après, mais il y a un truc, soudainement, moi, il y a une sorte de peur panique primale, très primale et primaire, hein, d'ailleurs, qui fonctionne à merveille sur moi, et qui fait que le film, quand je le vois à l'époque, moi, il me bouleverse. Alors, je suis bouleversé parce que je trouve les personnages, ce groupe de jeunes,
ultra attachants, ils sont incroyablement bien écrits, hyper touchants, il est très facile de se glisser dans leur peau, parce que finalement ils ont quelque chose, ils touchent à quelque chose de l'universel dans leur passage à l'âge adulte, et puis je trouve que c'est aussi extrêmement fort, et ça me touche très profondément dans la manière dont David Romero-Michel traite la peur, la profession de foi de mise en scène qu'il propose, qu'il réutilisera d'ailleurs dans Under the Silver Lake un petit peu plus tard, et voilà, ça me parle énormément. Mais pour pouvoir creuser davantage, on va s'intéresser à une séquence. Alors, comme dans tout épisode de Dear Horror Movie, je vous propose de nous arrêter sur une séquence. Alors j'en ai choisi une qui me paraît intéressante à de multiples égards, et on va revenir un petit peu en détail là-dessus. Il s'agit d'une séquence qui arrive dans la première moitié du film. En réalité, ça se situe juste après l'événement traumatisant que va vivre notre jeune héroïne, puisqu'effectivement elle est sortie plusieurs fois avec ce jeune garçon. Elle finit enfin par coucher avec lui, et après qu'elle se soit endormie, après qu'ils aient couché ensemble, et ben pour le coup elle va se retrouver dans une situation un petit peu inconfortable, puisqu'elle va se retrouver ligotée sur une chaise dans un bâtiment un peu désaffecté, et lui donc va lui présenter en détail ce qui vient de lui arriver, c'est-à-dire qu'il a donc un peu la règle, hein, si je puis dire, du film, je dirais la règle diégétique à proprement parler, c'est-à-dire dire voilà comment ça va fonctionner, comment le mal fonctionne, comment le mal se transmet. Donc l'idée c'est que j'ai couché avec toi, je t'ai transmis cette étrange maladie, cet étrange mal, si je puis dire, et tu seras poursuivi par une chose qui peut ressembler à tout et à rien, prendre toutes les apparences, elle va te traquer, et elle finira par t'avoir, jusqu'à ce que tu décides toi-même de coucher avec quelqu'un d'autre pour lui refiler un petit peu le paquet très encombrant, si je puis dire ça comme ça. Donc c'est un petit peu ça la séquence qui précède, et là on est le lendemain matin, quand elle est revenue donc chez elle, elle est en cours, elle est retournée en cours, et elle se retrouve dans cette situation à rêvasser en cours. Alors évidemment, cette séquence fait écho à une séquence du Halloween de Carpenter, on en parlera quand même très très souvent en fait dans ce podcast, évidemment, puisque le film se référence énormément au Halloween de Carpenter, et on a le même genre de séquence où Laurie est au lycée, et elle regarde, elle est un petit peu en train de rêvasser pendant que le cours est en train de se dérouler, et elle va porter son regard par la fenêtre qui donne donc sur l'extérieur, et découvrir The Shape, hein, la silhouette, Michael, qui est en train de l'observer de l'autre côté de la vitre, donc dehors, à l'extérieur. Là, on va avoir un petit peu le même système, et je dirais aussi une deuxième référence aussi qui je trouve est très très utilisée, et pour le coup auquel cette séquence fait écho, c'est la séquence pour moi d'introduction de La Nuit des Morts Vivants de Romero, mais on en reparlera un tout petit peu plus tard. Pour le moment, en fait, en réalité, j'ai même pas parlé de la séquence en tant que telle dont on avait parlé. Il s'agit de la séquence dite, si je puis dire, de la vieille dame. C'est la première, enfin, en réalité, la deuxième apparition que notre jeune héroïne va avoir de la chose, puisque la première, effectivement, c'est avec ce jeune garçon lorsqu'il lui explique un petit peu comment ça fonctionne. Et je trouve que cette séquence, elle est importante parce qu'elle va poser les règles, si je puis dire, extra-diégétiques. Là où, avec ce garçon, lorsqu'elle va discuter avec lui, enfin, lorsque lui va discuter avec elle pour pouvoir lui présenter un petit peu le problème maintenant avec lequel elle se trouve vraiment en difficulté, il lui explique encore une fois les règles diégétiques, comment fonctionne le mal, comment fonctionne cette malédiction qui se transmet, hein, de manière, cette idée de chaîne de malédiction, un petit peu, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, de Ring de Hideo Nakata aussi, il y a ça qui est derrière, qui est présent avec cette idée de chaîne de malédiction. Donc il lui explique les règles diégétiques, comment ça fonctionne. Ça s'adresse effectivement à moi, spectateur également, pour que je puisse comprendre et que je puisse suspendre mon jugement, parce que le but de tout ça, d'exposer les règles, c'est la suspension consentie du jugement. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça m'a exposé les règles de mise en scène qui vont aller de pair avec ces règles diégétiques. Un petit peu, et là je reviens sur Carpenter et sur Halloween, parce que finalement dans Halloween, qu'est-ce qui fonctionne ? Il y avait une consubstantialité entre le fantastique carpenterien, la créature, si je puis dire, qu'est Michael Myers, et la mise en scène qui mettait finalement en scène, pour me répéter un petit peu, le personnage de Michael Myers. C'est-à-dire que le personnage de Michael Myers fonctionne parce que, de manière consubstantielle, il a une mise en scène qui lui est parfaitement accordée. Et je dirais même que c'est la mise en scène en tant que telle qui va rendre le personnage de Michael Myers fantastique à proprement parler. Pour dire ça autrement, en fait, la mise en scène de Carpenter, elle permet à Michael Myers de disparaître. Elle permet à Michael Myers, je vais y arriver, d'être la silhouette, d'être The Shape. Elle permet au spectateur de voir Michael Myers alors que le personnage ne le voit pas. Elle permet à Michael Myers d'apparaître, de disparaître, de rester, si je puis dire, terré dans le hors-champ ou de jaillir dans le cadre. Et donc toute cette magie, si je puis dire, au sens plutôt négatif, cette malédiction qu'est Michael Myers, cette entité fantastique, cette entité abstraite,
elle est abstraite, magique, fantastique, maléfique si je puis dire, grâce au maléfice de la mise en scène de Carpenter. Et c'est ça qui rend finalement plausible et qui permet la suspension consentie du jugement aussi. C'est comme ça que j'accepte Michael Myers. C'est pour ça que j'accepte sa dimension d'être encore une fois une entité abstraite, d'être un mal introduit à distance, d'être un concept à proprement parler, d'être cette silhouette, cette présence absente. Et je reviens lourdement sur présence absente et silhouette parce que pour le coup, c'est ce dont il va être question dans la séquence qui va nous intéresser et dans It Follows de David Robert Mitchell en général. De la même manière, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la séquence d'introduction de La Nuit des Morts Vivants de Romero en 68. On a ce truc très intéressant de deux personnages, c'est une séquence qui précède qui est vraiment tout au début du film, c'est la séquence d'ouverture. On a deux personnages qui sont dans un cimetière. J'en avais déjà parlé sur la chaîne lors d'une vidéo sur le zombie. Il y a ce truc là où les deux personnages vont au cimetière déposer des fleurs, c'est un frère et une sœur. Le frère taquine sa sœur, vous savez cette phrase que vous connaissez tous, hein, ils viennent pour toi Barbara, they're coming for you Barbara, etc. Il y a toute cette discussion, ce personnage qui chambre sa sœur, et pendant toute cette séquence, finalement qui est une séquence quotidienne, on a cette silhouette, cette présence absente. J'entends présence absente, c'est-à-dire que la chose est présente dans le cadre, mais elle est absente parce qu'elle est absente à moi, spectateur. Je ne la perçois pas comme quelque chose que je pourrais connaître. Et donc je me retrouve dans cette difficulté, dans cette idée que je perçois quelque chose qui est là, mais qui reste dans une certaine mesure hors champ, tout en étant dans le champ. Ça permet finalement de créer une porosité entre le hors-champ et le champ. Et c'est ça qui est très intéressant et qui crée justement le malaise du spectateur et finalement cette idée d'indétermination. Je ne peux pas déterminer ce que je suis en train de voir. Dans un premier temps, et ensuite, ça crée l'indétermination, ça je vais en parler, mais ça crée aussi, et c'est très important, un deuxième point, cette idée d'inquiétante étrangeté et donc d'hésitation. C'est-à-dire que je vais être dans cette posture d'hésiter systématiquement sur ce que je suis en train de voir. Est-ce que ce que je vois dans le fond, ce personnage qui titube est normal? Alors je vois qu'il y a quelque chose effectivement qui me rappelle, il a un costume noir, donc je vois quelqu'un qui potentiellement pourrait simplement, puisqu'on est dans un cimetière entre les tombes, et lui est en train d'apporter pareil comme nos deux personnages principaux, un bouquet ou vient se recueillir sur une tombe, mais sa manière de se déplacer me paraît anormale. Donc juste dans cette hésitation entre cette normalité, ce quotidien, et en même temps cette étrangeté qui dès lors devient inquiétante. Vous voyez où je veux en venir, hein, cette idée d'inquiétante étrangeté, et pour en revenir un petit peu plus loin, à la conséquence, si je puis dire, chez Todorov, ou en tout cas l'écho qu'on trouve chez Sventan Todorov, qui est de dire que le fantastique, par essence, c'est le genre de l'hésitation. Cette idée où je ne sais pas si l'explication de ce que je suis en train de percevoir est explication surnaturelle, ou si elle est justement totalement naturelle. Et je suis entre les deux, je suis à cette croisée des chemins, et c'est sur cette frontière qui par essence n'a pas de frontière, c'est un territoire à part entière, que se situe le malaise, le vertige du fantastique. Et donc ça va me permettre, tout ça, cette petite introduction, de revenir à la séquence. Alors la séquence en question, voilà, pour le coup le personnage, notre jeune protagoniste, donc interprété par Maika Monroe, est dans un peu vraiment, elle est complètement, si je puis dire, éreintée, cassée, traumatisée, parce qu'il vient de lui arriver la veille, elle cogite. Son prof, pour le coup, est en train de lire un texte, et elle, pour le coup, est en train de un peu affaisser sur sa table, à penser, à rêvasser à tout un tas d'autres choses, mais encore une fois, elle est traumatisée, c'est totalement légitime. Ce qui est intéressant, c'est que le premier plan, on a un travelling finalement latéral, qui va ensuite devenir circulaire. On est derrière une table, donc on pourrait penser, en tous les cas, dans un premier temps, qu'on est dans un plan subjectif. Puis le travelling continue son chemin, il va légèrement panoter à gauche, et on va se retrouver finalement face au personnage principal. Dans un premier temps, effectivement, quand on commence la séquence, on pourrait penser qu'on est du point de vue, véritablement, au sens où on est sur un plan subjectif d'un ou d'une élève, et plus précisément de notre héroïne, mais ce n'est pas le cas puisqu'on va la retrouver de l'autre côté. Soudainement, quand on s'approche d'elle, son regard est attiré par quelque chose, donc à sa gauche, donc elle va lever le regard, donc on a le champ ici, et immédiatement on va voir le contre-champ. Et là où c'est intéressant, c'est ce plan d'ensemble sur lequel on va s'arrêter à travers la fenêtre, avec un surcadrage, hein, pour le coup, qui nous permet justement de nous projeter sur ce qui se passe de l'autre côté, sur ce qu'elle est en train de percevoir, donc on a un raccord regard. Et là, on se retrouve face à ce plan d'ensemble qui est hyper intéressant et qui, pour le coup, pour moi, en tous les cas, est vraiment un plan matriciel du film. Alors, évidemment, jusqu'à maintenant, le travail des plans d'ensemble, il est très présent dans le film, jusqu'alors, sauf qu'on n'a pas vraiment encore vu quelque chose en émerger progressivement, ou en tout cas de la manière dont ça va se passer ici, et c'est ce qui va devenir la normalité du film. Et c'est ce qui va m'amener le spectateur maintenant à me dire, je vais faire attention. À chaque fois qu'il y aura cette échelle de plan, qui est le plan d'ensemble, je vais être dans cette posture de chercher ce qui pourrait s'y trouver d'étrange et d'inquiétant. Donc c'est presque une mise en garde que fait ici David Robert Mitchell, et c'est aussi une
manière de te dire c'est grâce à ma caméra que je vais capter cette étrangeté, parce que rappelons-le que dans les règles diégétiques, le film te dit que, et le personnage du jeune garçon dit à notre héroïne, tu es la seule à voir, une fois que tu es contaminé, tu seras la seule à voir la créature, personne d'autre ne la verra. Et là, l'idée, c'est que la caméra te dit, moi, je vais la capter, moi, je vais adopter le point de vue de l'héroïne. Et justement, là, quand on a ce contre-champ, ce raccord-regard, on est presque en plan subjectif. D'ailleurs, il y aura un léger travelling avant qui montrera la concentration. L'idée, je me concentre pour essayer de voir ce qui ne va pas. Je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc je vais me concentrer. Donc ça, c'est traduit par un léger travelling avant. Et donc, pour revenir à ce plan d'ensemble, en surcadrage, on a donc c'est une cour, un campus, le campus du lycée. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout est fait pour que ton attention soit attirée par cet élément étrange. On a une silhouette de Shape, pour revenir à Carpenter, c'est exactement ce qu'on retrouve dans la séquence d'Halloween. Cette silhouette blanche qui est dans un cadre qui est plutôt coloré. Alors il y a plein de personnages, enfin il y a plusieurs personnages qui vont soit passer, soit qui sont statiques dans le cadre. Ils sont habillés de manière encore une fois colorée. Les personnages qui traversent ou qui pour le coup sont là sont sur des lignes horizontales. La silhouette vient à la verticale et ça va se confirmer avec le temps qui avance. Donc elle va briser les lignes horizontales. Donc encore une fois, et puis elle vient vers moi. Ça va renforcer le fait, encore une fois, le côté quasi plan subjectif où la menace vient à la fois vers la protagoniste et à la fois vers moi. Et elle ne semble pas s'arrêter, décider. Elle avance vers moi, lentement certes, mais sûrement. J'insiste sur cette idée que la créature marche, c'est important, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve chez Carpenter dans Halloween, mais qu'on retrouve également pour revenir à ça, chez Romero, l'idée du zombie qui marche, cette idée que finalement, l'idée c'est de vous mettre face à la mort, en fait, ce truc qui avance lentement, mais sûrement, et qui dans une certaine mesure finira toujours, c'est la fatalité, par t'attraper. Tu ne pourras pas y échapper, quand bien même elle avance très lentement. Et le fait, la mort arrive très très lentement. Elle est là dès le début, elle avance, tu auras beau tenter d'y échapper, tu n'y échapperas pas. C'est l'inéluctabilité qui est derrière ce personnage qui marche, cette créature qui marche, et qui te fixe et qui vient vers toi, et qui ne semble être perturbée par rien d'autre autour. Donc je disais, la couleur blanche, qui tranche avec tout le reste, les lignes horizontales, et elle vient à la verticale pour le coup. On a dit aussi que toutes les lignes de fuite convergent sur ce point central qui est cette silhouette blanche, on insiste là-dessus. On va revenir on était sur le champ, sur le personnage de la protagoniste, le contre-champ sur la fenêtre, puis on revient sur notre protagoniste qui est de plus en plus intriguée par ce qui est en train de se passer. Elle prend conscience dans une certaine mesure que quelque chose ne va pas, comme moi le spectateur. Vraiment l'idée c'est de me plonger dans son point de vue à elle, c'est très important, puisque de fait, encore une fois j'insiste, la créature ne peut être vue que par ceux qui sont contaminés dans une certaine mesure. Donc voilà, ici dans ce cas-ci, l'idée c'est que je renforce ce truc-là en me plongeant du point de vue de la protagoniste, encore une fois. Donc elle se concentre, on revient sur le contre-champ et on se rapproche progressivement avec ce très 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 léger travelling avant, qui me permet de voir la chose de plus en plus. Donc je rappelle, ces lignes brisées, tout converge vers la chose, et plus elle va s'approcher, plus je vais distinguer aussi sa chevelure blanche, qui va aller trancher avec tout le reste. On est sur un campus, je rappelle, de lycée. Donc comme on est sur un campus de lycée, on a plutôt des jeunes. Là, on a une présence vieillissante, donc pareil, ça tranche. J'insiste aussi sur un autre point, elle est habillée, et on va le voir au fur et à mesure, comme si elle sortait d'un hôpital. Donc l'idée aussi c'est qu'on a un lieu de mort qui est, de maladie et de mort qui est l'hôpital, et plutôt un lieu de vie qui est ce campus. Donc finalement il va jouer très intelligemment sur les dichotomies visuelles et thématiques dans ce cadre-là, en fait, pour pouvoir justement créer cette inquiétante étrangeté, cette hésitation. Ajoutons un point, en fait, David Rubenschel prend soin aussi que cette vieille dame qui apparaît, cette silhouette, encore une fois, de Shape, qui est à la fois tout et n'importe quoi, qui ressemble finalement à quelque chose qui est finalement du quotidien, mais qui a une différence suffisamment sourde et à la fois marquante pour qu'on puisse se retrouver dans cette hésitation, dans ce vertige. Et il fait traverser les groupes de jeunes qui sont assis par cette créature, il ne la remarque pas, donc on insiste bien sur le fait, encore une fois, que la créature est invisible du reste. Il y a vraiment ce truc-là aussi, où cette idée, comme je vous disais tout à l'heure avec Carpenter dans Halloween, de te mettre dans cette posture, de te dire, la caméra va capter le fantastique. C'est parce qu'il y a caméra, c'est parce qu'il y a le cinéma, que cela rend possible le fantastique. Je vous rappelle ce plan qui achève, en tout cas c'est cette réplique qui achève la séquence d'entrée
de Jurassic Park. Je vous rappelle quand Robert Muldoon crie alors que l'un de ses hommes est en train de se faire happer par le Vélociraptor, shoot her, signifiant effectivement abattez-la, mais également, et ça c'est important, filmez-la. Et il y a ce truc-là aussi de dire que finalement c'est le cinéma qui rend possible l'émergence, l'apparition, si je puis dire, du fantastique, sa matérialisation. Je vous disais tout à l'heure, ça va dans cette consubstantialité entre Michael Myers et la mise en scène de Carpenter. C'est la mise en scène de Carpenter, encore une fois, et sa caméra qui lui permettent de rendre possible l'impossible qu'est Michael Myers, matérialiser le concept en fait de Shape, de la présence absente. Et là, on est exactement dans cette même posture-là où l'idée, on a cette note d'intention de te dire que c'est la caméra qui va capter véritablement ce que capte la perception, le point de vue de Maika Monroe. Et encore une fois, cette porosité-là, elle est renforcée par l'idée qu'on ne sait pas vraiment. Enfin, on est dans un point de vue plan subjectif, en fait, à proprement parler, à ce moment-là, en fait, de la séquence, puisqu'on se concentre, et on a vraiment ce travail de concentration qui est renforcé par le léger travelling au début, puis qui devient un travelling optique par la suite, un zoom très très léger, qui me permet encore une fois de renforcer cette idée que le personnage est en train de se concentrer comme moi je me concentre. Et plus on approche, plus on va jouer sur ce jeu de champ contre champ, presque de dialogue mutique entre la créature et le personnage de Maika Monroe. Plus on prend cette figure qui n'était qu'une silhouette jusqu'alors, se précise, tout en demeurant une silhouette, tout en demeurant indéterminée. Et quand bien même, encore une fois, on commence à déterminer cette vieille dame, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne détermine rien dans son regard. C'est-à-dire que l'indétermination, elle se joue certes sur la forme de la créature, en tant que telle, puisque c'est une créature, encore une fois, ce personnage ne ramène à rien du tout, puisque c'est un personnage qu'on n'a jamais vu dans le film, donc il ne ramène à rien, je ne peux rien poser, supposer, préjuger de ce personnage-là, quand même, encore une fois, il est étrange et il dénote par rapport à tout ce qu'il y a autour. Ça pourrait très bien être une vieille dame qui se serait échappée, qui serait partie d'un hôpital et qui errait dans le rue. Effectivement, on est dans ce truc-là, en fait, dans quelque chose qui est de l'ordre du plausible en tant que tel dans ce qu'on est en train de voir. Mais il y a un décalage par rapport au contexte que le cadre me propose. C'est-à-dire que le cadre permet de justement faire se rencontrer ces deux réalités qui, ensemble, créent quelque chose d'étrange et d'inquiétant. Et c'est hyper intéressant. Et pour revenir quand on a déterminé malgré tout la forme, le regard de cette créature est vide. Et ça permet justement de créer une indétermination dans l'intention. Parce que c'est aussi ça qui m'inquiète aussi, moi, spectateur, c'est savoir qu'est-ce que cette chose va faire. Elle marche très lentement, elle ne se presse pas, elle fixe son objectif, mais elle ne court pas. Et c'est ça qui crée ce truc très étrange, et finalement très très inquiétant, et qui ramène immédiatement, encore une fois, à l'inéluctabilité de la mort. À ce moment-là, le personnage de Maika Monroe fuit la classe, et on va la retrouver pour le coup, dans le couloir, essayant de fuir cette créature. Donc on a plusieurs travelling accompagnements, qui est un truc qu'on va retrouver de manière assez récurrente quand un personnage s'enfuit, pour le coup dans un premier temps de derrière elle, parce qu'on sait que la créature est derrière elle, puis ensuite on bascule devant, ce qui crée du hors-champ devant, et c'est ce qui va me permettre de révéler la créature arrière, exactement comme on fait très souvent avec Michael Myers, comme fait Carpenter, c'est-à-dire révéler la créature, le monstre, la menace, Michael Myers, de Shape, la silhouette, en fond de cadre derrière le personnage. Le personnage ne le voit pas, par contre moi la caméra me permet de voir quelque chose que le personnage ne voit pas. Et c'est ce qui va créer aussi cette tension, je me retrouve face à un personnage qui ne voit pas ce que moi je vois et ce qui le menace. Donc je suis un petit peu aux premières loges. Puis, en fond de cadre, on va soudainement d'ailleurs, c'est doucereusement, langoureusement, voir apparaître cette créature qui encore une fois marche, qui pareil tranche toujours dans ce cadre lycéen, alors qui, encore une fois, j'insiste sur ce truc, un lieu de vie, alors qu'on a quelque chose qui est plutôt une créature qui semble plutôt sortie, enfin un personnage qui semble plutôt sorti d'un contexte de maladie, de mort. Elle passe encore une fois entre les deux élèves qui sont derrière Maika Monroe, d'ailleurs dans le flou d'arrière-plan, on le voit très bien, elle ne le voit pas non plus, seul le personnage de Maika Monroe le voit, et c'est à ce moment-là, quand elle va se retourner, et elle va véritablement prendre conscience, puisque la première fois avec le jeune garçon, il voit cette créature, enfin ce personnage nu, de jeune femme nue, leur faire face. Là, pour le coup, elle va se retrouver confrontée à, si je puis dire, cette barrière, cette frontière infranchissable entre le point de vue du contaminé et le point de vue de ceux qui ne sont pas contaminés, c'est-à-dire qui ne voient pas la créature. Elle se retrouve seule, si je puis dire, face à cette créature. Et là, on a un travail pareil de champ contre champ qui fera écho à celui qu'on a vu tout à l'heure avec la fenêtre, dans le couloir justement, ce face à face avec la créature,
avec le regard vide. Encore une fois, je ne connais pas, elle ne connaît pas ses intentions, elle essaie de s'adresser à elle, les filles qui sont au fond en train de discuter ne la voient pas et ne comprennent pas ce qui se passe, elle est seule, elle ne peut rien faire d'autre, elle n'a aucune autre possibilité face à cette créature que de fuir. Encore une fois, quand bien même elle marche, et justement parce qu'elle marche, elle est encore plus terrifiante parce qu'elle me ramène à quelque chose qui, malgré la lenteur, et qui crée une sorte d'idée d'agonie dans une certaine mesure, finira inéluctablement, c'est très dur à dire, inéluctablement, je ne sais plus si j'ai très bien dit, par t'avoir. Donc voilà, c'était pour faire le tour de cette séquence qui me paraît très intéressante, parce qu'elle fait justement écho un petit peu à toutes ces références-là, hein, que brasse un petit peu le film de David Robert Mitchell, et vraiment j'insiste sur le fait que cette séquence pour moi est une vraie note d'intention, et ça me permet justement de revenir un petit peu sur les deux petites thématiques que je voulais travailler, que je voulais discuter avec vous dans It Follows et qui me paraissait importante, cette idée voilà de la présence absente et de l'inquiétante étrangeté, qui sont vraiment une base très forte qu'il va aller puiser en termes graphiques, en termes référentiels dans le cinéma de Carpenter et dans le cinéma de Romero principalement, même s'il y a d'autres référents effectivement dans le film, on pourrait parler de Cronenberg pour tout un tas de choses, puisqu'évidemment la transmission par la sexualité, pour moi c'est évident que je ne peux pas ne pas penser à Frisson de Cronenberg, évidemment, mais d'une autre manière. Et puis la traduction symptomatique, si je puis dire, de la maladie ou de la malédiction, elle est différente. Pareil, on peut penser, je le disais tout à l'heure, à Hideo Nakata avec Ring. Donc on peut trouver tous ces référentiels-là, mais moi ce qui m'intéresse justement, cette idée, c'est ce traitement, encore une fois, de la silhouette et de la présence absente, ou de la silhouette qui fait présence absente, qui crée la présence absente. Voilà, cette idée de travailler et de produire finalement derrière ça de l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire voilà, moi spectateur, je vais être déstabilisé par ça. C'est ça qui m'a beaucoup marqué moi dans It Follows quand je le découvre à l'époque. C'est ce truc-là où je me sens profondément déstabilisé quant à ce que je suis en train de voir, le fait que je parviens à être terrifié, non pas à travers un jumpscare, mais à travers une peur qui va être douce, lente. Alors je dis pas que c'était pas ce que j'avais ressenti dans Halloween par exemple de Carpenter, pour revenir aux origines et aux références de David Robert Mitchell, La Nuit des Morts Vivants de Romero. Mais là je me trouve face à un film, si je puis dire, contemporain, à l'époque quand je le découvre en salle, à une époque justement où la peur est plutôt dans l'approche du jumpscare, un peu agressive, où justement, je rappelle, le jumpscare n'est qu'une agression finalement sonore ou visuelle, mais sonore la plupart du temps, qui va produire une réaction sur mon corps, mais pas une véritable angoisse. C'est ce que Hitchcock appelle la surprise. Là, on est dans quelque chose qui est bien plus de l'ordre du suspense, d'une tension qui se distille progressivement. C'est cette idée vraiment que l'inéluctable, c'est ça le suspense, hein, c'est dire qu'il y a une inéluctabilité, et que pour le coup, moi je vais devoir, en tant que spectateur, composer avec cette inéluctabilité. Je sais que ça varie, je vais essayer de trouver un autre mot, parce que c'est très compliqué à dire. Mais moi, spectateur, je vais devoir composer avec ça. Je vais devoir composer avec le fait que je sais que cette chose finira toujours par me saisir. Et je me dirais de manière hors du film, ça, encore une fois, ça ne fait que me ramener à ma propre condition, et c'est en ça que le cinéma est important aussi, et enfin, ce film aussi puissant, c'est parce qu'il y a quelque chose d'universel, en fait, qui ressort de tout ça aussi. D'une peur, si je puis dire, vraiment très primale, et ça fonctionne extrêmement bien. Et puis, il y a cette idée vraiment, moi je trouve, d'un vrai travail du fantastique, parce qu'on est dans quelque chose de très Todorowien, qui est quelque chose qui est très cher à mon cœur en termes de fantastique, qui est l'hésitation constante. It Follows parvient justement, et je trouve que c'est dans Under the Silver Lake, il y a pas mal ça ensuite par la suite, c'était de te mettre dans une sorte de te noyer dans une sorte de territoire qui est un territoire, comme je disais tout à l'heure, qui est une frontière qui a force de territoire, et une frontière qui a force de territoire, mais ce territoire lui-même n'a pas de frontière. C'est le vertige, le caractère, si je puis dire, infinitésimal du doute. On est dans ce doute-là, on est à une croisée des chemins, et soudainement, c'est comme s'il y avait un glitch de la réalité, et on se retrouvait, c'est presque le concept des backrooms en fait, hein. Il y a ce truc-là dans It Follows où soudainement, j'ai l'impression de perdre pied, et de, juste à ce croisement, me rendre compte qu'il y a un gouffre qui s'ouvre sur mes pieds, et je ne sais plus où je suis. Est-ce que ce que je suis en train de dire, encore une fois, est une explication naturelle ou une explication surnaturelle? Et c'est vachement bien, parce que pour le coup, ça fonctionne très bien du point de vue, en fait, du personnage de Maika Monroe, parce qu'elle est dans cette même situation. C'est un vrai film, je trouve, du point de vue. Alors, encore une fois, j'insiste sur le fait très souvent, hein, que le fantastique est par essence le genre du point de vue. Et je trouve que It Follows le traite à merveille, en mettant continuellement, encore une fois, à la croisée des chemins. Alors évidemment que très très vite, le fantastique, si je puis dire, on va ouvrir le placard pour révéler le monstre, et le monstre est présent. Mais ce qui est intéressant, c'est tout ce qui va précéder
le jaillissement du monstre, qui est un jaillissement, encore une fois, toujours très doux, très langoureux. Tout ce qui va le précéder avant la sidération, qui me paraît très intéressant, où on est encore une fois dans cette hésitation de se dire oui, je sais qu'il y a un monstre, oui, je sais qu'il y a une présence fantastique, mais je ne sais pas si ce que je suis en train de voir à ce moment-là véritablement est la créature et est le surnaturel, ou est-ce que c'est moi qui me fais des idées. Il y a toute une séquence qui est très intéressante où les personnages sont en train de discuter avec, puisqu'ils retrouvent celui qui a contaminé l'héroïne, donc son petit copain au début du film, il le retrouve un petit peu plus tard, et ils sont dans une sorte de grande étendue, près d'un, il me semble, il y a un stade derrière aussi, donc il y a plein de gens qui passent, de jeunes qui passent, et David Obereichel joue encore une fois énormément sur tout ce qui est fond de cadre, bord cadre, etc., avec tous ces personnages qui rentrent, qui sortent du cadre, etc., et sur la réaction qu'a ce personnage qui finalement est devenu complètement parano, et moi, spectateur, je deviens tout aussi parano que lui, parce que toutes les silhouettes qui se présentent, parce que justement, encore une fois, elles sont en fond de cadre, donc très souvent dans le flou d'arrière-plan, je ne sais pas véritablement si ce que je suis en train de voir, c'est quelqu'un de normal, c'est simplement un passage quotidien d'un personnage, ou si véritablement c'est la créature. Et ça va être renforcé par le jeu du personnage, qui lui aussi est complètement il est dans cette ultra attention de tout ce qu'il y a autour, dans cette ultra vigilance qui crée finalement un sentiment, un contexte d'urgence constante. Quand même, encore une fois, le film est très posé, il se passe finalement pas grand chose, mais justement c'est dans ce pas grand chose finalement banal et quotidien que va se situer une potentielle urgence qui pourrait se déclencher à n'importe quel moment, quand même, encore une fois, cette urgence est une urgence qui vient lentement, mais sûrement, comme encore une fois, l'inéluctabilité de notre existence. Je répète beaucoup inéluctabilité, et je me force à le faire pour pouvoir gagner encore une fois en fluidité dans ces mots-là. This thing, it's gonna follow you. Somebody gave it to me, and I passed it to you. Back in the car. It could look like someone you know, or it could be a stranger in a crowd. Whatever helps it get close to you. It can look like anyone, but there's only one of it. Donc voilà où je voulais en venir un petit peu pour It Follows. Voilà un petit peu le terme, on arrive au terme un petit peu de cette petite émission. J'espère en tous les cas qu'elle vous aura plu, mais comme d'habitude, on arrive un petit peu à la conclusion. Et en conclusion, je propose toujours à mes invités cette petite parenthèse recommandation un petit peu pour ouvrir, pour essayer de faire perdurer le cauchemar. Ce que je leur propose toujours, c'est cette idée de dire que si par exemple je faisais découvrir It Follows à quelqu'un l'espace d'une soirée, qu'est-ce que je pourrais lui proposer par la suite ? C'est très compliqué à chaque fois de réfléchir à ça, et je sais que c'est un exercice difficile que je demande à mes invités, mais en même temps je trouve que c'est un élément intéressant pour faire perdurer le cauchemar, parce que l'horreur, encore une fois, je l'ai dit, je le disais lors des premières émissions, mais l'horreur, la peur est toujours quelque chose à venir, c'est-à-dire qu'encore une fois qu'elle est actualisée, et ça marche très bien pour It Follows, finalement la peur disparaît, donc il faut toujours la projeter dans un avenir qui est dès lors incertain. Et pour le coup, il y avait plein de possibilités à ce niveau-là, j'aurais pu revenir aux références, c'est-à-dire Halloween de Carpenter, mais je pense que si vous êtes là, Halloween de Carpenter, vous l'avez déjà vu, La Nuit des Morts Vivants de Romero, vous l'avez déjà vu aussi, donc c'est des choses qui finalement sont des évidences, mais on a tellement parlé pendant l'émission que je pense que vous avez déjà jeté un œil là-dessus, et vous avez déjà ces références-là, et si vous ne les avez pas, je dirais tant mieux, parce que vous allez pouvoir en faire la découverte maintenant, parce que vous en avez entendu parler, et moi j'en suis ravi, et vous allez ressentir la claque, le bonheur absolu, la sidération que j'ai pu avoir lorsque j'ai découvert là, que je n'aurai malheureusement peut-être plus jamais. Donc, encore une fois, réjouissez-vous de ne pas avoir vu ces références-là, parce que justement, ça va être l'occasion de les découvrir et de pouvoir revivre quelque chose que moi je ne revivrai peut-être plus jamais, enfin certainement d'ailleurs, donc ça c'est assez dingue, donc ne vous inquiétez pas. Toujours est-il que je voulais quand même revenir donc moi sur un film, j'en ai déjà parlé un petit peu sur la chaîne, mais je me disais que ça collait assez bien,
j'avais envie de parler de Smile 2, que je vous conseille très fortement, encore une fois, en termes de recommandations, parce que le film, pour le coup, est récent, et je trouve l'idée toujours vachement intéressante. On est sur quelque chose de très proche, en fait, de It Follows sur plein de points, cette idée de la chaîne de malédiction, de la contagion, etc., par le trauma, parce que pour le coup, notre héroïne, c'est un trauma aussi, hein, ce passage à l'âge adulte, ce coming of age, il y a quelque chose de traumatisant en fait de passer de cette enfance, si je puis dire, à l'âge adulte. Il y a quelque chose de profondément traumatisant dans le premier rapport sexuel aussi. Donc finalement ça colle assez bien avec Smile. Et puis Smile joue admirablement bien, et je pense vraiment à Smile 2, hein, je sais que je dis Smile, mais il est bien de voir le premier évidemment pour savoir de quoi il s'agit. Mais le deuxième est vraiment brillant pour ça. Alors déjà parce qu'il y a une héroïne aussi, c'est important. Et le lien justement avec It Follows aussi est intéressant là-dessus, dans un contexte totalement différent et dans un contexte qui est extrêmement intéressant et porteur. J'en ai déjà beaucoup parlé hein, avec Samir sur sa chaîne sur Microciné. On a reparlé dans l'émission avec Vivien pour le coup il y a quelques temps lorsqu'on nous parlions de Cabal, hein, il me semble. À l'occasion on est venu un petit peu à ça. On a fait une petite parenthèse, comme beaucoup de digressions qu'on a fait pendant le podcast. Mais justement cette idée de montrer en fait à travers cette présence absente, cette incarnation du mal un petit peu abstraite, si vous voulez, introduite à distance, un petit peu comme chez Carpenter, la pression sociale qui s'exerce sur, pour le coup, le féminin, moi je trouve ça vachement intéressant. Alors, c'est dans le cadre, pour le coup, là on est dans le cadre du coming of age, du passage à l'âge adulte, de la découverte de la sexualité, vraiment vu du point de vue d'une très jeune, d'une jeune femme, enfin une jeune fille qui devient une jeune femme en réalité. Et dans Smile 2, on a cette idée, alors pour le coup c'est d'une star qui se retrouve justement pressurisée en tant que femme, encore une fois, dans le contexte de starification, pressurisée par son image, par l'image qu'elle doit renvoyer, par les obligations qu'elle se pose, par les responsabilités qu'elle a, par la pression qui se pose autour de elle. Moi je trouve ça hyper intéressant justement de travailler, et c'est exactement ce que faisait Carpenter mine de rien dans Halloween. Il y avait cette idée de Michael Myers est encore une fois une incarnation de la pression sociale, et je trouve que ça marche très bien effectivement dans It Follows, et c'est extrêmement pertinent aussi dans Smile 2, où c'est l'idée de pression sociale, alors bien sûr dans un contexte à chaque fois différent, dans un contexte encore une fois social différent, celui de la fin des années 70 dans une banlieue un petit peu gangrénée par le puritanisme dans Halloween, cette jeunesse pour le coup aussi, mais pareil on est dans le même genre on est vraiment dans le même genre de contexte hein, dans It Follows aussi, et puis pour le coup avec la découverte de la sexualité dans It Follows, mais qui était aussi présente dans Halloween, je rebondis un petit peu comme ça, mais dans Smile voilà, on est dans un cadre très différent, une jeune femme, une star qui se retrouve confrontée finalement à ce mal qui était déjà introduit finalement et dont on connaît très bien les règles dans le premier Smile, et c'est par le biais du trauma que cette contagion par le mal va se faire, avec un mal pour le coup, alors contrairement à It Follows où on a effectivement une représentation terminale si je puis dire de la créature, mais qui n'en est pas une, puisqu'en réalité l'idée c'est que c'est quelque chose qui colle à l'héroïne. Alors c'est peut-être justement le petit défaut, j'en ai pas parlé hein, dans It Follows, mais c'est cette représentation peut-être un peu trop déterminée à la fin de It Follows, parce que c'est lié directement à l'héroïne, et pour le coup on la détermine un petit peu trop, et je trouve que ça pose un petit souci sur la fin, mais encore une fois moi j'ai pas de souci avec il y a cette idée pour revenir au coming of age, cette idée quand même de tuer le père à proprement parler symboliquement. Il y a quelque chose de très freudien quand même là-dessus aussi, mais c'est trop, pour moi ça paraît un peu trop évident, un peu trop grossier. C'est juste ça sur lequel moi j'ai un petit souci dans It Follows. Pour revenir un petit peu à Smile 2, ce qui est, voilà, c'est la représentation. Il y a quand même une représentation graphique extrêmement forte de la créature, qui moi me fascine complètement, que je trouve vraiment, vraiment sidérante, à plus forte raison parce qu'elle est disséminée avec parcimonie, et je dirais vraiment parcimonie puisque c'est une séquence qui doit essayer 2 plans, je crois, dans Smile 2 à tout casser, on a déjà vu, hein, pour le coup, l'espace aussi de 2-3 plans dans le premier, mais que je trouve là est vraiment brillamment posé. Et puis il y a un travail pareil sur le cadre, ce qu'il y a hors champ, sur les silhouettes, donc très carpenterienne à proprement parler. Là en y ajoutant justement ce sourire, parce que la silhouette ça lui donne une caractéristique particulière, c'est-à-dire que on va jouer sur les flous d'arrière-plan aussi, pour pouvoir des silhouettes s'approcher de manière étrange, ou quotidienne parfois, mais étrange en démarche. Mais ce qui va marquer, si je puis dire, cette silhouette-là, c'est ce sourire qui va ajouter quelque chose en plus à la silhouette pour la rendre inquiétante. Et qu'y a-t-il de plus banal et de plus jovial et en même temps de plus terrifiant qu'un sourire forcé, crispé, sur une silhouette qui s'approche de toi sans rien dire? On est très proche de ça, et ça crée pareil cette incapacité à comprendre véritablement les intentions de la personne qui vient vers toi.
Et vraiment le film est brillantissime là-dessus. Je trouve que ça fait partie des très grands films d'horreur à mes yeux de l'an dernier. Vraiment Smile 2, donc je vous le conseille très 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 fortement, d'autant que c'est un film excessivement sadique vis-à-vis de son personnage principal. Je vais pas y revenir pendant des heures, puisqu'encore une fois j'en ai parlé sur la chaîne, hein, pour le coup, hein, lors de l'émission bilan de 2024, mais également sur la chaîne de Samir, et puis on en a reparlé il y a quelques temps pour le coup avec Vivien, lors de la session sur Cabal, une petite digression sur ces 3h47 d'échange. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette première émission intitulée My Dear Horror Movie vous aura plu. On fera ça de temps en temps. Voilà, l'idée c'est de se poser, c'est un peu comme ça vient, comme ça, comme j'ai envie. Mais c'est l'occasion de vous parler d'un film que j'aime, qui me tient fortement à cœur. Et donc voilà, j'ai envie de vous parler un petit peu sur quelques éléments. Hein. Là, bien sûr, les analyses sont complètement non exhaustives. C'est sur le moment, sur les questionnements qui me paraissent importants et intéressants. À partir de là, écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour une émission canon, si je puis dire, avec un invité de marque comme d'habitude, ou une invitée prestigieuse ou prestigieux. Et puis écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très bonne soirée, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager le podcast en espérant que les voix que je vous propose, les petits hors-série, les épisodes vous plaisent. Et puis pour le coup, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Des gros bisous à tous, salut!